Alors, l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Jacky Moifo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste franco-camerounais, notamment réalisateur de documentaires, et vous venez de sortir ce livre aux éditions Fauve. On va le voir un peu plus grand à l'écran tout à l'heure. Il s'intitule « Ils ont vendu mon frère ». Ils, ce sont les passeurs libyens. Votre frère, c'est Félix. En novembre 2017, vous n'avez pas de nouvelles de lui depuis des mois et vous tombez sur une photo. On va la voir, vous allez me dire ce que c'est. C'est cette photo-là, on la voit pas bien parce que la définition n'est pas très bonne. Il faut dire que c'est extrait d'un reportage. Le jeune homme au premier plan, c'est votre frère Félix, c'est ça? Tout à fait. Mon frère cadet Félix, que je n'ai pas revu depuis le printemps 2016, lors de mon dernier passage au Cameroun. Et en début 2017, on m'annonce qu'il a disparu. Il a disparu, alors je dis à mes frères, ne vous inquiétez pas, il est assez grand, peut-être il a juste fait un déplacement, il va revenir. Alors j'ai oublié un temps qu'en Afrique, en général, le Benjamin de la famille reste l'enfant, même s'il a 50 ans. C'est mon côté occidental qui a réagi en disant, ne vous inquiétez pas, il va réapparaître. Les autres étaient morts de peur pendant que j'étais serein, mais au fur et à mesure que le temps avançait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus sérieux qu'on l'imaginait. Et un jour, je reçois cette photo. Oui, je la reçois d'un ami de la famille qui me dit, ben voilà, Félix en Libye, il faut de la rançon. On s'est arrangé pour que les passeurs, ou bien les esclavagistes, il faut les appeler comme ça, hein, c'est leur nom, ne sachent pas qu'il a un frère en Occident. Ça aurait fait monter les enchères. Parce que là, il demandait 750 €. On imagine que s'il savait qu'il y avait un frère en Occident, c'est sûr, ça aurait été le triple. Alors, la famille s'est arrangée au Cameroun pour faire parvenir cette somme-là. Après, il a expliqué à la famille qu'il avait été vendu à 2 personnes différentes. Voilà, la famille restait en contact avec et je prenais des nouvelles. Jusqu'au mois de juillet 2017, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, jusqu'à ce que je tombe sur les images de CNN. En fait, ces images... Sur reportage sur l'esclavagisme des effectivement, migrants. ces images de CNN, c'est pas mon petit frère proprement dit que je vois, mais je vois mon petit frère en chaque être qui est vendu. C'est comme si tous ces noirs que je voyais sur les images de CNN représentaient Félix en fait. Et là, quelque chose me dit, il va falloir réagir, parce qu'avant, j'étais dans un déni. On pense toujours que cela n'arrive qu'aux autres, en fait. On a du mal à croire qu'on peut être victime. Bon, victime, je n'ai pas subi ce qu'il subit, mais bon. Mais vous l'êtes quand même. Il y a un fort sentiment de culpabilité qui ressort dans votre livre. Il commence, avant de parler de votre frère, de vous, de votre départ du Cameroun il y a près de 20 ans, en passant par le Gabon et la France. Vous avez décidé de partir, de montrer l'exemple. Vous êtes l'aîné et vous pensez que ça a participé dans la décision de votre frère? Je le pense fortement. Il aurait grandi à mes côtés. Je serais resté au Cameroun. Peut-être il n'aurait pas eu l'idée de partir. Car dans les discussions avec les autres membres de la famille, on me dit qu'il a voulu me retrouver en France. Il ne me l'a pas dit, personne ne m'a jamais rien dit, et il a voulu me retrouver en France. Si je n'avais pas été en France, aurait-il eu l'idée de se mettre en route pour me retrouver en France, sans me le dire? Je ne crois pas. Donc, quelque part, je me dis, ma décision de partir du Cameroun un jour a certainement influencé celle de mon petit frère. Je me sens responsable, coupable un peu. On va reparler de la vision qu'ont parfois certaines personnes en Afrique de la diaspora en Europe. D'abord, votre parcours, vous parlez des difficultés du peuple bamileke dont vous êtes issu. Vous avez quitté le pays il y a près de 20 ans. Vous n'avez pas fait le choix de la Méditerranée. Vous êtes passé par le Gabon. Ensuite, vous avez eu un séjour très difficile au Gabon. Difficile, oui. Je suis passé par le Gabon car, il faut expliquer, c'était difficile de partir du Cameroun directement pour l'Occident. Mais cette idée me trottait dans la tête depuis que j'avais l'âge de 20 ans, après que j'ai pondu. J'ai écrit un essai sur la baisse du niveau scolaire au Cameroun que j'avais intitulé « L'éducation au fond du naufrage ». Ce petit manuscrit n'est jamais paru, mais on en parlait avec les étudiants. Ça nous a valu quelques ennuis. Et là, j'ai compris que, en tant que bamileke, il valait mieux ne pas toucher certains sujets au Cameroun. J'avais découvert en faisant cette enquête-là, je n'étais pas journaliste à l'époque, hein, je ne savais même pas que je le deviendrais un jour.
En menant cette enquête, je m'étais rendu compte qu'il y avait des postes d'enseignants à l'université de Yaoundé 1 qui restaient vacants longtemps parce que les seuls enseignants pouvant dispenser ces cours-là étaient bamileke, on n'en voulait pas. Et le problème bamileke se pose encore aujourd'hui au Cameroun. Il y a des universités dites catholiques dans lesquelles j'ai entendu dire qu'il y a trop de bamileke, comme enseignants, comme étudiants. Vraiment une aberration. C'est un problème qu'il va falloir un jour toucher. D'ailleurs, je remercie cette maison qui a quelquefois reçu des confrères qui ont écrit des livres, Thomas Delton par exemple, pour venir expliquer cela. Alors, en étant bamileke né en zone Betty, qui est un groupement du centre-sud-est, je m'étais toujours senti rejeté. Depuis l'école primaire, lorsque mon maître me mettait des coups de fouet en me faisant comprendre que je suis bamileke, alors que je venais d'être premier de la classe. Ça s'est passé en CE1. Donc j'ai grandi avec ce sentiment de rejet. Et vous décidez de partir? Je décide de partir parce que je me dis, c'est pas possible, je ne m'en sortirai jamais dans ce pays. C'est mon sentiment à l'époque. Et la seule issue dans un premier temps, c'est le Gabon. Et là, c'est votre premier choc. Vous découvrez que des Africains peuvent humilier, asservir d'autres Africains, avec des sévices corporels en public, avec des femmes qui sont prostituées. C'est un choc, j'imagine. Oui, c'est un vrai choc. Lorsque je pars du Cameroun il y a 20 ans, je n'ai jamais entendu parler de carte de séjour. Je ne sais pas distinguer le Malien du Sénégalais. Et j'arrive à Libreville, je vois des gens assis au carrefour Rio, je cite l'endroit, au carrefour Rio, je vois des gens assis. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'il y a? On me dit qu'ils n'ont pas de carte de séjour. C'est quoi la carte de séjour? Je découvre là qu'il faut qu'un Africain achète son séjour au Gabon. Et pour le Camerounais voisin, cela coûte 500 000 francs, 750 euros. Oui, pour nous en Occident aujourd'hui, c'est rien 750 euros, mais là-bas, c'est une fortune à l'époque. Ah bon, ils sont donc assis là parce qu'ils n'ont pas de carte de séjour. Il y a des messieurs qui ont la barbe blanche, sont torse nu assis là. Il y a des dames qui sont réduites à rester avec un soutien-gorge. Et ensuite, on les embarque dans les camions, on les amène à la FOPI. Je cite bien la FOPI, car ceux qui sont gabonais ou qui y sont passés comprennent, savent de quoi je parle. Et là, c'est mon premier vrai choc. Je n'avais jamais vécu cela. Donc aujourd'hui, lorsque je vois Félix, tous ces jeunes Africains pour moi, en Libye, représentent Félix, ou bien Félix les représente. Lorsque je les vois en Libye, la seule différence avec ce que j'ai vu au Gabon, ce sont les chaînes en supplément et la commercialisation de l'homme noir. C'est quelque chose qu'il faut éradiquer sur le territoire africain. Alors ensuite, vous partez du Gabon, prenez un avion pour la Suisse pour lequel vous avez obtenu un visa, escale en France, vous décidez de rester. Non, je ne décide pas de rester. Mon avion fait escale en France. Ensuite, je prends un autre qui m'amène en Suisse. Je devais rejoindre Jean-Paul. Jean-Paul qui est à Zurich, qui est un beau-frère et ami. Il vit toujours à Berne. Je voulais le rejoindre. J'arrive à Zurich. On me dit, vous n'avez pas de travel check. Je sors mes francs CFA pour dire que j'ai de l'argent. Second choc. Non, premier choc sur le territoire, sur le continent européen. Je ne savais pas que le franc CFA qui est battu en France, en Europe, ne pouvait pas être utilisé en Suisse dans un premier temps. Et ensuite, on me dit que vous n'avez pas de travel check, que vous revenez, on vous renvoie en France. Pourquoi vous ne pouvez pas vivre chez vous? Je leur dis parce que je m'y sens pas bien. On me dit, la Convention de Genève, signée en 1951, stipule que toute personne ne pouvant vivre, vous connaissez tout le tralala, alors vous devez retourner en France. Et je refuse de retourner en France, je suis brutalisé, je perds ma chaussure. J'ai d'ailleurs gardé le macaron blanc qu'il m'avait remis en récupérant mon passeport. J'ai toujours ce macaron aujourd'hui, je leur ai dit que je l'avais perdu, mais je l'ai toujours. On me ramène en France. 2 policiers suisses me remettent à la police aux frontières françaises à Roissy. On me dit que je vais dormir dans un hôtel en attendant d'expliquer mes problèmes le lendemain. Mais cet hôtel-là, c'est la zone d'attente 3 de Roissy. Et là, après, vous racontez la brutalité policière dans les camps de rétention. On vous réveille le matin au cri de debout, sale nègre, venez bouffer votre petit déjeuner. Effectivement. Ça a été laborieux, difficile. Pendant tout ce temps-là, vous pensez à votre petit frère Félix, qui est à l'époque toujours au Cameroun. Il est de l'autre côté, il ne sait pas ce que je vis. Il m'imagine heureux, alors que je ne sais pas si je vais manger et où je vais dormir. Il est persuadé que le paradis, c'est ici. Vous touchez un point sensible dont parlent beaucoup d'immigrés africains quand ils rentrent au pays. Il y a les cadeaux pour la famille, pour ceux qui ont aidé à partir en Europe, et on n'ose pas parler des difficultés qui sont On n'ose pas parler, mais moi, j'ai fait le choix d'en parler. J'en ai parlé avec les membres de la famille. Bon, le truc, c'est quoi? Pourquoi on voit en moi quelqu'un qui a réussi? J'ai bousculé les portes. J'ai toqué aux portes. Vous avez dû lire dans le livre. J'ai bousculé, j'ai toqué aux portes. J'ai essayé de devenir ce que je suis aujourd'hui, journaliste. C'est allé très vite, mais parce que j'ai provoqué la chance.
Alors, on me voit à la télévision, je bosse sur Direct 8 en 2005 et quelquefois, des gens me voient et rapportent au pays. Ensuite, après Direct 8, je vais tourner des documentaires, les filières africaines de la prostitution, dont Olivier Nogo est l'auteur, j'étais le JRI sur le terrain. Ben, on me voit tenir une grosse caméra, je viens de l'Europe, j'ai forcément réussi. Ouais. Ensuite, je dois ouvrir la chaîne Vox Africa qui est basée à Londres. J'en suis le tout premier journaliste, tant reporter que présentateur. Ben, ces images de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 sont rediffusées sur le site d'Eurosport, sur Canal 2, une chaîne camerounaise, sur 2STV au Sénégal, bref, en Afrique francophone. Je ne savais pas que ces images iraient sur ces chaînes-là. Ben, allez leur dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien et de riche en Europe. Allez leur dire que pendant que vous ouvrez la chaîne Vox Africa, vous êtes à 2 mois et demi d'arriérés de salaire, on ne vous croirait pas. Quand j'y arrive avec ma feu épouse, qui est en plus blanche, Daniel, née en Ariège, nous essayons de déconstruire cette idée de l'Eldorado occidental, mais on nous rit au nez. Ouais. On nous rit au nez, personne ne nous croit. C'est un problème auquel font face de nombreux émigrés africains. On m'empêche même de manger des beignets haricots au quartier. Donc j'ai tout fait pour que les miens comprennent que je ne vivais pas... Je n'étais pas eldoradoïste, comme on dit, mais non, visiblement, le message n'est pas passé, malheureusement. Alors Félix, lui aussi, a pris la route de l'exil, pas la même que la vôtre. Il prend celle que prennent beaucoup de migrants aujourd'hui. Vous dites que pour vous, votre petit frère est mort d'une manière ou d'une autre. Soit il a perdu la vie, soit il s'est perdu en Libye. Quelle est votre intime conviction? Quelque chose me dit que je le retrouverai vivant. Mais suffit-il d'exister physiquement pour être vivant? Je ne crois pas. Moralement, je vais certainement retrouver un enfant cassé. Certains pourraient me dire, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas du raccourci en parlant de Félix tout le temps? Vous devez comprendre, Félix est le dernier de ma fratrie. Quand notre papa décéda, il avait 2 ans. Je suis le frère aîné. Il a un petit nom, Toutou. C'est moi qui lui donnais ce nom, Toutou, en 1984 à sa naissance. Toutou, en référence à ma petite copine de l'époque qui était Toutou. Donc c'est mon enfant, c'est même pas mon petit frère. L'État camerounais, pardon, je vous interromps, mais il y a notre reporter Patrick Fandio qui a fait un sujet sur ces Camerounais qui ont été rapatriés de Libye. Il y en a certains qui ont été emmenés dans des avions. L'État camerounais s'est investi pour certains. Pourquoi est-ce que votre frère n'est pas dedans? Est-ce qu'ils vous ont parlé? Est-ce qu'il y a un dialogue possible? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées? Je vais vous dire les choses comme elles sont. Je vais ici remercier Samuel Mvando Ayolo, qui était ambassadeur du Cameroun et qui est maintenant directeur du cabinet civil. Il m'a passé un coup de fil pour prendre des nouvelles lorsqu'il a su pour mon petit frère. C'est quelque chose d'extrêmement rare au Cameroun. Mais lors du rapatriement de ceux-ci, mon petit frère n'en faisait pas partie. Il faut comprendre que la Libye aujourd'hui partitionnée en 5 parties, comme vous savez. On est allé prendre ceux qui sont aux abords de Tripoli. Mais ceux qui sont en province, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais même vous dire qu'il y a des jeunes Africains, non camerounais, Africains en général, qui sont restés dans certaines provinces attendant que leur gouvernant vienne les chercher. Et personne n'est arrivé. Et le jeune Camara qui est de Guinée-Conakry a dit être camerounais et a été rapatrié vers le Cameroun avec d'autres Camerounais. Le jeune Camara est dans la Douala. Il est de Guinée-Conakry. Donc peut-être Félix est dans un pays d'Afrique, il a attendu, il a vu, il a signé qu'il est d'ailleurs, il est parti. Donc je cherche, et c'est aussi la raison pour laquelle ces médias est important, qui regardent en Afrique. Si vous l'avez vu à quelque part, s'il vous plaît, signalez-le sur cette chaîne ou d'une manière ou d'une autre, afin que nous sachions. Merci, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jackie Moifo. Je rappelle le nom de votre livre. Ils ont vendu mon frère aux éditions Fauve. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci à vous de suivre Paris Direct. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle édition.